Merci beaucoup pour cette introduction. Merci pour votre invitation. Je suis très heureux de pouvoir échanger avec vous sur ce sujet. Je sors précisément du cours que je donne à Sciences Po en deuxième année. Un cours extrêmement intéressant. J'ai beaucoup d'étudiants internationaux. Un premier rang constitué exclusivement d'étudiants russes, vraiment très intéressés. Un deuxième rang constitué d'étudiants chinois, non moins intéressés. Un troisième rang constitué d'étudiants américains. Et tout au fond, les Français. La propagande à l'âge numérique est le thème que nous avons retenu pour circonscrire un peu le sujet et en même temps le ramener à ce qui, je crois, fait le sel de la démarche historique, c'est-à-dire éclairer les enjeux du monde très contemporain. Et nous avons aujourd'hui plus que jamais besoin d'éclairer ces enjeux. Je ne vais par conséquent pas vous raconter le contenu du livre. Je ne vais pas même lire les 17 pages de notes que j'ai rédigées en vue de cette intervention, qui doit durer 45 minutes, j'en ai bien conscience. Je vais m'efforcer de vous donner un certain nombre d'idées générales concernant la propagande à l'ère numérique, avant de dialoguer avec vous pendant les 40 minutes qui nous restera. Je vous dois d'abord une définition de la propagande. La propagande, à mon sens, désigne tout type de communication de masse qui vise à influencer les opinions, les attitudes, les comportements et les conduites des individus. Autrement dit, l'ambition est vaste et ne se résume pas à une action sur les opinions. La plupart du temps, la propagande engage à une action, comme l'écrivait Jacques Ellul dans son livre Propagande en 1962. La propagande est une science appliquée, c'est-à-dire qu'elle tire bénéfice des principes de la recherche scientifique et des recherches scientifiques en vue de la réalisation d'un objectif pratique. Je parlais à l'instant d'Édouard Bernays, qui est l'un des pères fondateurs de la propagande de type moderne. Bernays a recherché des objectifs pratiques, il a visé des objectifs pratiques, tels que convaincre les femmes américaines de fumer, vendre du savon, vendre du bacon. Et pour atteindre ces objectifs pratiques, il s'est appuyé sur la pensée de son oncle, qui s'appelait Sigmund Freud, et il a appliqué, en d'autres termes, des principes tirés de la psychanalyse freudienne à des outils de persuasion de masse. Cette dimension-là est extrêmement importante, c'est-à-dire que pendant longtemps, la propagande a eu mauvaise presse, parce qu'elle était associée aux régimes autoritaires, mais je me plais à rappeler dans le livre que l'histoire de la propagande est indissociable de celle de la démocratie. La propagande est fille de la démocratie, et il ne faut pas juger la propagande pour elle-même, mais pour les objectifs qui sont recherchés par ceux qui en font usage. Il est de saine et bonne propagande, comme l'étymologie le rappelle pour les croyants catholiques, puisque la propagande a pour origine la propagation de la foi. Voilà pour la définition. Maintenant, si l'on aborde la question numérique, il faut d'abord considérer un certain nombre de termes fondamentaux. Le premier est l'espace dans lequel se joue la propagande à l'ère numérique. Il s'agit du cyberespace, qui caractérise un ensemble de données numérisées, interconnectées, des machines, des objets, des machines, des humains, des machines désormais connectées entre elles, indépendamment des humains, un espace parallèle à notre espace physique. Cet espace a été appréhendé par différentes approches théoriques. Celle qui, à mon sens, est la plus riche et la plus porteuse de sens pour le monde d'aujourd'hui, c'est l'approche théorique qui fut celle de Norbert Wiener, l'inventeur de la cybernétique, comme science de la communication entre l'homme et la machine, qui, dans l'un de ses livres les plus importants, La cybernétique, écrit ce que vous voyez ici, à savoir que parmi tous les facteurs anti-homéostatiques que comporte la société, c'est-à-dire tout ce qui s'oppose à ce que la société se pacifie, le contrôle des moyens de communication est le plus efficace et le plus important. Il a bien été considéré comme tel par les théoriciens militaires russes dans les années 1970 qui ont relu Norbert Wiener à l'aune des objectifs de propagande qui étaient les leurs, et ils ont élaboré une notion qui aujourd'hui encore est certainement l'une des plus importantes pour le sujet de la propagande à l'ère numérique, la notion de sphère informationnelle. Ce que les Russes entendaient par sphère informationnelle, c'est à la fois le contenant et le contenu. Si l'on le rapporte à l'ère des ordinateurs, c'est à la fois
l'infrastructure, le hardware, les câbles, notamment les câbles sous-marins qui acheminent les données, ou les satellites, mais aussi les logiciels, notamment les plateformes auxquelles nous nous connectons quotidiennement. Et c'est enfin le contenu proprement cognitif. Autrement dit, il faut appréhender le contenu cognitif dans sa dimension plus vaste, qui est celle du contenant, puisque comme le rappelait Marshall McLuhan, media is the message. Et le média est le message, le médium est le message. Cela signifie que l'action du propagandiste porte sur la sphère informationnelle des individus, qu'il s'agit de modifier, dans laquelle il s'agit d'intervenir en vue de provoquer une action, ou au contraire de provoquer une absence d'action, de dissuader par exemple des individus de voter ou de manifester. Je vais vous présenter plusieurs points. Le premier, dans ce bref exposé, est un point assez général sur les mutations engendrées par le numérique sur la sphère informationnelle des individus. Et la première mutation de taille, c'est la fin des gatekeepers, des portiers de l'information. Ces gatekeepers, c'était les journalistes, c'était les scientifiques, c'était également les éditeurs qui, avant Internet, étaient chargés de hiérarchiser l'information et de la filtrer pour déterminer quelle information était jugée digne d'être portée à la connaissance des individus. Internet permet de contourner les gatekeepers dans les deux sens, à la fois parce que vous pouvez être émetteur de contenu et parce que vous pouvez recevoir un contenu qui n'est plus filtré. Et l'absence de filtre sur le contenu qui vous est destiné ou que vous consultez est une des modifications les plus fondamentales qui touchent la sphère informationnelle. Avec un paradoxe extrêmement intéressant que je voudrais énoncer de la façon la plus simple possible. Plus notre champ, plus le marché cognitif est étendu, c'est-à-dire plus nous avons accès à une information riche et variée, et plus notre champ cognitif se réduit. C'est-à-dire moins nous avons effectivement accès à une connaissance variée. J'ai, pour illustrer ce propos, une référence que j'aime beaucoup, qui est un article publié dans la revue Science par un universitaire qui a étudié les citations mentionnées dans 34 millions d'articles scientifiques publiés entre 1945 et 2005. Il est parti d'une hypothèse simple, avec Internet, les scientifiques allaient citer un plus grand nombre de références scientifiques et des références plus variées, puisqu'ils avaient accès désormais en 3 clics à pratiquement toute la production scientifique du monde. Et ce qu'il a constaté, James Evans, est exactement l'inverse. C'est-à-dire que depuis Internet, les scientifiques, dans des articles scientifiques publiés dans des revues scientifiques, citent moins de sources scientifiques et des sources scientifiques moins variées que par le passé. Ils ont une tendance qui est une tendance à citer les articles les plus récents et les plus populaires, pour diverses raisons sur lesquelles je ne vais pas m'étendre faute de temps. La fin des gatekeepers et ce théorème, ce paradoxe cognitif se double également d'un autre phénomène extrêmement intéressant que le cognitiviste Gérald Bronner a résumé par une formule célèbre. Il parle du théorème de la crédulité informationnelle, que vous avez ici résumé dans cet extrait de son livre « La démocratie des crédules ». Le mécanisme de recherche sélective de l'information est rendu plus aisé par la massification de cette information. Tout cela concourt à assurer la pérennité de l'empire des croyances. Ce théorème peut s'énoncer de la forme la plus simplifiée ainsi. Plus le nombre d'informations non sélectionnées sera important dans un espace social, plus la crédulité se propagera. Concrètement, cela signifie quoi? Imaginons qu'en 1989, je fus convaincu que la Terre était plate. Imaginons. Quelle était la probabilité pour que je trouve des informations qui confortent ce point de vue? 0. C'est pas dans le journal Le Monde que j'avais les trouvé. Je lisais le journal Le Monde. C'est pas sur France 2, ni TF1, ni la 5 à l'époque que je risquais de trouver cette information. Je pouvais chercher dans des revues spécialisées. Je ne risquais pas d'être en contact aisément d'informations allant dans le sens de cette théorie absurde. Aujourd'hui, il suffit d'un clic pour trouver la confirmation
de tous ces points de vue. Alors la Terre est plate, c'est là. Terre plate, je tape Terre plate sur Google et j'ai, en 2 clics, dans la liste des premiers résultats, des informations qui vont dans le sens de la Terre plate. Imaginons maintenant que j'ai une idée arrêtée sur l'efficacité de l'homéopathie. Je tape une formule neutre, efficacité de l'homéopathie, et je vais simplement trouver, dans les premiers résultats, l'information qui va dans mon sens. Si je suis convaincu que l'homéopathie est efficace, je serai très heureux de consulter la page proposée par les laboratoires Boiron qui, de façon fort étonnante, considèrent que leurs produits sont efficaces. Si en revanche, j'ai des doutes quant à l'efficacité de l'homéopathie, je suis rassuré aussi parce que je peux, sur lemonde.fr, trouver le point de vue qui conforte mon idée préexistante. Autrement dit, l'accès à une masse d'informations exacerbe les biais cognitifs propres à l'individu et qui ont été mis en évidence par des décennies de recherche en sociologie et en sciences cognitives, le biais d'exposition sélective qui nous voit ne pas nous exposer à des informations qui vont dans un sens contraire à ce que nous croyons déjà. Si je suis favorable à l'avortement, je ne vais pas m'abonner à une revue anti-avortement pour le plaisir de m'abonner à une revue anti-avortement, mais aussi le biais de confirmation qui nous voit toujours privilégier les informations qui confirment notre point de vue, non seulement les privilégier, mais les neuroscientifiques nous disent que nous les retenons mieux que les informations qui ne vont pas dans notre but. Il y a une forme de cécité cognitive, selon une des formules qu'il préfère. Si enfin je considère que le 11 septembre est un coup monté, eh bien je suis ravi de voir que Jean-Marc Morandini et Bigard viennent étayer ce point de vue. Bref, nous sommes en présence également d'un phénomène tout à fait nouveau. Ceux et celles d'entre vous qui, comme moi, ont connu l'époque avant Internet. Qui parmi vous s'est senti débordé par les informations, dépassé par une masse d'informations, un flot d'informations? Jamais. Qui, ici, se sent à un moment donné, au contact d'Internet, dépassé par la masse d'informations? Tout le monde. Nous sommes en présence d'un phénomène tout à fait nouveau qui est, au fond, ce que les théoriciens de la propagande de la Première Guerre mondiale appelaient le data smog, c'est-à-dire le fait de recouvrir les individus d'un nuage d'informations de sorte de ne pas leur permettre de se faire une idée claire de la situation réelle. Jacques Ellul, dans Propagande, mettait en garde sur la possibilité qu'un excès d'informations conduise à empêcher tout simplement les individus de se faire une idée précise des événements parce qu'ils ne retiennent de cette masse d'informations qu'une image globale. Et on revient à James Evans. Plus nous avons d'informations, et plus nous sommes enclins à nous fier aux informations les plus simples, les plus basiques, ou celles qui vont bien évidemment le plus volontiers dans notre sens. Un autre événement majeur a été l'automatisation d'une partie importante de la production de contenu, dans la mesure où l'automatisation des rédactions concerne toutes les étapes de la production de l'information. La détection des informations dignes d'être publiées par la recherche de social sourcing ou des dispositifs de tracking, d'event tracking, qui alertent les journalistes sur les sujets dignes d'être traités. Des dispositifs de rédaction de contenu, qui pour l'heure concernent généralement les informations sportives, les résultats sportifs, les résultats électoraux, mais qui de plus en plus concernent un contenu de plus en plus large. La personnalisation du contenu. Lorsque vous vous connectez sur votre espace personnel du New York Times, selon que aux États-Unis vous êtes enregistré comme démocrate ou comme républicain, vous aurez le même texte pour l'instant, mais vous n'aurez pas le même titre et vous n'aurez pas la même photo. Et vous n'aurez pas non plus la même accroche, dans la mesure où il s'agit d'une logique ici qui est une logique de publicitaire. Il s'agit de vous encourager à revenir, à donner des informations personnelles sur vos goûts, vos choix, à des fins de valorisation publicitaire. De sorte que le journalisme algorithmique concerne bien la phase de production, mais aussi la phase de diffusion, avec une grande masse de médias qui ont automatisé la diffusion de leur contenu sous la forme de flux de syndication de contenu, les fameux flux RSS, mais aussi sous la forme de publications automatisées sur leur page Internet, mais aussi sous la forme de tests du contenu pour tester en temps réel par un marketing de test AB, comme disent les marketeurs,
les titres les plus accrocheurs, ceux qui rapportent le plus d'internautes vers la page. Cela conduit de façon générale, pour aller très vite, à une homogénéisation du contenu journalistique, qui n'aura échappé à personne ici, j'imagine, et cela contribue également à la valorisation de sujets qui relèvent moins de la réflexion que de l'intérêt humain le plus basique. Nous consacrons plus d'intérêt à la mort de Jacques Chirac en tant qu'être humain qu'à des problématiques qui pourtant, à Rouen ou ailleurs, devraient nous concerner peut-être encore davantage. Donc le journalisme algorithmique est un élément particulièrement important. Un autre aspect extrêmement intéressant concerne l'ensauvagement d'Internet, la brutalisation des débats, pour reprendre la fameuse expression de Mossé. La brutalisation des débats n'a échappé à personne qui, parmi vous, utilise Twitter. Et cet ensauvagement est intrinsèquement lié à l'écosystème des réseaux sociaux qui valorisent les contenus les plus engagés et les contenus à la plus forte charge émotionnelle, parce que ces contenus sont les plus viraux, parce que ces contenus aussi sont diffusés par les gens les plus engagés. Les centristes ne produisent pas beaucoup de contenu sur Facebook. En revanche, si vous êtes très à gauche ou très à droite, vous produisez une masse de contenu, et en produisant du contenu, vous donnez une masse de données, d'informations qui peuvent être exploitées à des fins publicitaires ou à des fins de persuasion d'une toute autre nature. Le temps est venu pour moi de regarder l'heure. Je vais donc avancer. Raison pour laquelle les fausses informations, comme l'a montré cette étude récente de chercheurs du MIT, sont plus virales que les vraies informations. Alors attention, d'autres études montrent que les fausses informations n'ont pas un impact en termes de persuasion, dans la mesure où l'influence des fausses informations réside moins dans leur capacité de persuasion que dans leur aptitude à brouiller votre sphère informationnelle et à vous mettre en présence d'informations contradictoires sur un même sujet, de sorte que vous n'êtes plus en capacité de déterminer ce qui est vrai et ce qui est faux aussi facilement par le passé, ou être conduit tout simplement à considérer que les modifications du climat, il y a des gens qui sont pour et des gens qui sont contre, et mettre sur le même plan une unanimité de scientifiques et quelques scientifiques financés par les industries les plus polluantes. Permettez-moi de glisser une incise sur le fait que les fausses nouvelles sont partie prenante de l'écosystème des plateformes et des réseaux sociaux. Pour 3 raisons. La première, donc, c'est que ce sont les utilisateurs les plus engagés qui produisent ou diffusent ce faux contenu. Donc ceux qui génèrent le plus de revenus, pour être concret, pour Twitter ou pour Facebook. La deuxième raison, c'est qu'il s'agit des informations les plus virales. Et parce qu'elles sont les plus virales, quand bien même elles ne représentent qu'une part infime du trafic Internet dans son ensemble, elles représentent une part non négligeable du trafic de ces plateformes. Imaginez que vous soyez connecté sur Facebook et qu'il n'y a pas de contenu partagé, rapidement, vous vous lasserez de Facebook. Facebook a besoin de la viralité du contenu, a besoin par conséquent, entre autres choses, des fausses informations, mais pas seulement. Et la dernière raison, c'est que si vous voulez apprendre un système de deep learning, d'apprentissage automatique, à distinguer le vrai du faux, il faut qu'il y ait du faux. Le faux est l'envers du vrai. Vous avez besoin d'individus qui catégorisent le contenu, qui le taguent pour indiquer au système automatisé ce qui est du vrai ou du faux contenu. Avec un danger, qui est que, à l'heure où je vous parle, le trafic non humain sur Internet a dépassé le trafic humain. C'est-à-dire qu'il y a davantage de trafic Internet généré par des robots que de trafic Internet généré par des humains. Et certains spécialistes parlent de l'inversion, c'est-à-dire ce moment où non seulement le contenu non humain aura dépassé le contenu humain, mais le faux contenu aura à ce point dépassé le vrai contenu que les machines ne seront plus capables de distinguer le vrai du faux, et pire encore, considéreront le faux pour le vrai et excluront le vrai au prétexte qu'il est à leurs yeux faux. À partir de là, je voudrais, deuxième point, aborder un peu plus dans le détail ce que les propagandistes, au sens le plus large, font de ces mutations
de la sphère informationnelle. Et pour dire les choses simplement, la cyberguerre s'inscrit dans le prolongement de la pensée de Sun Tzu, qui, dans l'art de la guerre, écrivait « Soumettre l'ennemi sans croiser le fer, voilà le fin du fin ». La finalité de la cyberguerre est de se dispenser d'une vraie guerre et d'obtenir le même résultat à bien moindre coût. Soumettre l'adversaire. C'est d'ailleurs, au sens large, la fonction de la propagande. Adolf Hitler a soumis la France lors de l'invasion de la Rhénanie en faisant l'étalage de sa force et en convainquant la France qu'une intervention de sa part allait entraîner la guerre, alors que, on le sait maintenant, la plupart de ces soldats sont entrés en Rhénanie sans la moindre munition. Nous sommes en présence, ici, d'un outil au service de la soumission de l'adversaire. La notion de cyberguerre, comme vous voyez dans le document qui vous a été remis, a été théorisée en 1993 par des spécialistes des relations internationales. Et aujourd'hui, ce concept est entré dans les mœurs pour désigner un ensemble de techniques de persuasion extraordinairement efficaces. D'abord, les armes cyber permettent d'exercer un pouvoir coercitif, comme je l'ai dit, sans recours à la force, à distance, avec une furtivité qui vous épargne le risque d'être identifié. La cyberguerre repose sur toutes les dimensions de la sphère informationnelle. La cyberguerre peut toucher les infrastructures elles-mêmes. Comme vous le savez, la première mesure prise par la Grande-Bretagne en 1914, au début de la guerre, a été de couper l'agence Wolf du reste du monde, donc concrètement de couper les câbles transatlantiques, les câbles télégraphiques qui reliaient l'Allemagne aux États-Unis via l'Irlande. Demain, ce sont ces mêmes câbles qui seront coupés dans le cas d'une guerre de grande ampleur. Il s'agit également de toucher la couche logicielle et de toucher le contenu. La couche logicielle est visée notamment par l'installation d'implants sur des dispositifs numériques. Et aujourd'hui, ces dispositifs sont automatisés de telle sorte que des dizaines de millions d'implants sont gérés par des systèmes militaires et sont prépositionnés pour être activés en cas de besoin, comme l'a été par exemple le système Stuxnet, le VR Stuxnet, qui a ciblé les centrifugeuses iraniennes à la suite d'une attaque coordonnée par les États-Unis et Israël. Mais fondamentalement, la cyberguerre est avant tout une guerre pour le contrôle mondial de l'information. Pour résumer les choses, les États-Unis ont appliqué, dans les années 80 et 90, la doctrine de l'information dominance, la domination de l'information. C'est-à-dire que les États-Unis ont cherché à établir une forme de monopole sur la production et la diffusion de l'information dans une sphère informationnelle qu'ils entendaient étendre à une grande partie du monde, à commencer par le Moyen-Orient, dont on a parlé tout à l'heure, à travers CNN notamment, lors de la guerre du Golfe. Cette stratégie n'a jamais été remise en cause, elle a même été confortée par Hillary Clinton lorsqu'elle était secrétaire d'État. Barack Obama a signé une directive qui autorisait pour la première fois des cyberopérations offensives ayant pour objet de manipuler, perturber, bloquer, dégrader ou détruire des systèmes d'information ennemis. Et les États-Unis ont, en 2018, intégré la guerre numérique à leur commandement militaire intégré. Ils n'ont pas été les premiers à le faire, car les premiers à le faire ont été les Russes. Les Russes qui ont vu dans la doctrine de l'information dominance des États-Unis une menace pour leurs intérêts géostratégiques. Ils ont vu dans la révolution géorgienne de 2003, dans la révolution orange ukrainienne de 2004, dans la révolution des tulipes au Kazakhstan, la main des États-Unis. À chaque fois, même dispositif, Internet était utilisé pour valoriser le contenu qui émanait d'ONG subventionnées par les services de renseignement ou dans certains cas par George Soros. Et à chaque fois, ils voyaient donc dans l'action de George Soros ou de ses ONG la main des services de renseignement
américain. De sorte que les choses se sont particulièrement tendues lorsque Hillary Clinton a pris fait et cause pour Euromaidan en Ukraine et que la Russie a franchi un stade offensif en annexant la Crimée, mais en même temps en théorisant une nouvelle forme de guerre avec l'annexion de la Crimée, à savoir une guerre hybride qui allie des opérations de guerre conventionnelle mais sous faux drapeau, puisque vous savez que les soldats qui se sont présentés en Crimée n'étaient pas identifiables comme des soldats russes, enfin pas immédiatement identifiables comme des soldats russes, et en même temps des opérations de guerre asymétrique et des opérations de cyberguerre. Depuis 2012, cette doctrine de la guerre hybride a été appliquée à grande échelle par l'armée russe, en particulier en Syrie, où la Russie est intervenue, sauf erreur de ma part, à l'automne 2015. Donc la cyberguerre a pour principal théâtre la sphère informationnelle. Et tous les services de renseignement du monde ont adopté ces principes que vous voyez ici résumés dans un document secret révélé par Wikileaks, donc qui a fuité à l'initiative de la Russie, pour aller vite, avec les 4Ds, Deny, Disrupt, Degrade and Deceive, c'est-à-dire que vous avez là le cœur de la doctrine de la guerre de l'information que l'on résume désormais par la formule d'Information Warfare, guerre de l'information ou Infowar, qui est une vieille formule qui a été remise au goût du jour depuis qu'elle a intégré la dimension de la manipulation de l'information et qu'elle est une dimension à part entière de la guerre psychologique rebaptisée Military Information Support Operations aux États-Unis. Nous sommes en présence, par conséquent, d'une guerre d'un type nouveau qui a le grand mérite de porter, comme l'a écrit Jean-Louis Gergorin dans un récent livre, Cyber, la guerre de l'information, un caractère égalisateur. Vous savez, pendant la guerre froide, on parlait du pouvoir égalisateur de l'atome, c'est-à dire le fait que l'atome permettait à des puissances moyennes, des puissances faibles, d'opérer une dissuasion de faible au fort. C'était toute la stratégie du général de Gaulle en passant, avec l'acquisition par la France de l'énergie nucléaire et de la bombe. Mais ce pouvoir égalisateur, aujourd'hui, il est conféré au numérique. C'est-à-dire que la cyberguerre donne aujourd'hui à des puissances moyennes, ce qu'est par exemple économiquement la Russie, la capacité d'agir à grande échelle sur la sphère informationnelle de ceux qu'elle considère comme ses ennemis, ou les neutres, comme la Suède qui envisage de rentrer dans l'OTAN, ça embête la Russie, etc. Bref, je vais vous donner mon exemple préféré. Pendant toute la guerre froide, la Russie a entrepris d'appliquer l'un des principes fondamentaux de la pensée de Sun Tzu dans l'art de la guerre, qui est faire régner la concorde chez soi et semer la discorde chez l'ennemi. Pour semer la discorde chez l'ennemi, le KGB essayait de mettre en exergue les problèmes raciaux aux États-Unis dans les années 50 et les années 60. C'était extrêmement complexe. Il fallait des agents infiltrés, il fallait des honorables correspondants. Le KGB a obtenu que des éditeurs acceptent de publier en Grande-Bretagne des ouvrages très critiques à propos de la question de la ségrégation raciale aux États-Unis, mais il y avait un gros risque, celui que les espions se fassent attraper. Et puis il y avait une énorme incertitude, qui est que, au final, quel a été l'impact de ces techniques de propagande, on n'en sait rien. Voici un autre exemple. Nous sommes le 21 mai 2016 à Houston. La manifestation à laquelle vous assistez est une manifestation d'une poignée de suprémacistes blancs armés, dont l'un armé d'un AR-15, c'est-à-dire d'un fusil, pratiquement un fusil d'assaut. Face à eux, des contre-manifestants qui viennent défendre l'accès à une mosquée, qui était le lieu de la manifestation raciste et suprémaciste blanche. Cet événement a été créé de toutes pièces par un agent du renseignement militaire russe, selon toute vraisemblance, qui, pour organiser cet événement, a utilisé un budget de $200. Il a mis $100 dans des publicités invitant des suprémacistes blancs à venir se réunir pour manifester contre les musulmans, et il a mis $100
dans les publicités auprès de groupes antiracistes pour les encourager à participer à une contre-manifestation. Les services de renseignement russes, ils ne sont pas les seuls, hein. On fait la même chose dans d'autres pays, nous, Français, dans pays qui représentent un enjeu stratégique pour nous. Les services de renseignement opèrent d'une façon très simple, qui consiste à diviser la société, diviser pour mieux régner, et donc, à chaque fois, par exemple, qu'il y a une tuerie de masse aux États-Unis, les services russes s'empressent de diffuser des publicités, les unes pour défendre le droit à porter une arme, les autres pour dénoncer ces fous furieux qui veulent continuer d'avoir un AR-15 et qui provoquent des tueries, qui contribuent à ces tueries de masse. $200 pour une manifestation qui a eu lieu. À ce jour, je cherche, j'ai pas eu de trace de manifestation dans les années 50 ou dans les années 60 dont on pense avec un degré de certitude équivalent que cette manifestation a été générée par le KGB. C'est dire le pouvoir qui est conféré via le numérique à ces organes de persuasion. Au passage, je me suis amusé pendant les manifestations des Gilets jaunes de décembre à faire une capture d'écran d'un dashboard qui identifie, pour le compte d'une fondation financée indirectement par les États-Unis, qui identifie l'activité des réseaux sociaux liés à la Russie, c'est-à-dire des comptes qui ont été identifiés comme étant gérés soit par des humains, soit par des machines, mais toujours soit par le FSB, soit par le GRU. Et vous voyez que, s'agissant des Gilets jaunes, les services russes se sont bien empressés de souffler sur les braises. Il n'y a pas là de théorie du complot, il ne s'agit pas de dire qu'ils sont à l'origine du mouvement, mais en tout cas, dès qu'il y a un mouvement contestataire du gouvernement en place d'un pays considéré comme ennemi, la Russie souffle sur les braises. Idem, vous le voyez avec le 8 décembre, là on est monté un peu d'un cran avec Macron Must Go, qui est le hashtag que les services de renseignement russes ont essayé de rendre viral. Ça n'a pas marché, la propagande ne marche pas à tous les coups. Et dernier point, combien de temps me reste-t-il ? Il me reste 5 minutes, 10 minutes ? Ouais, un peu, 10 minutes. 10 minutes. Dernier point, la grande évolution de ces dernières années, ça a été le transfert du champ militaire au champ civil des techniques de propagande psychologique. C'est-à-dire que toutes les techniques qui ont été mises en œuvre dans le champ militaire ont tendu à être appliquées au champ politique, et ce pour une raison simple, qui est précisément que le coût d'accès à ces techniques est devenu minime. Chacun d'entre nous, pour quelques dizaines d'euros, peut lancer une campagne agressive contre n'importe quelle personne sur Twitter et lui balancer des milliers de mails désagréables. Parce que bien évidemment, personne ne va faire ici, j'espère. Chacun d'entre nous est en capacité, pour un budget un peu plus élevé, de lancer une campagne d'astroturfing, c'est-à-dire d'influencer les tendances pour faire valoir un point de vue, en recourant à des fermes de bots, c'est-à-dire des fermes de robots qui gèrent des fausses identités sur Internet. Avec une grande difficulté qui est que certaines de ces fausses identités ont 15 ans d'âge. Et plus le temps passe, plus il est difficile de faire la distinction entre un vrai et un faux compte. D'ailleurs, même Facebook et Twitter, tout en faisant régulièrement du ménage, en sont bien incapables, et pour les raisons que j'ai énoncées, ne cherchent pas vraiment à le faire tout à fait. Mais la technique la plus intéressante pour nous est la technique du dark advertising. Les campagnes politiques, pendant un siècle, consistaient pour l'essentiel à identifier les circonscriptions électorales où notre candidat comptait le plus de supporters et à concentrer la campagne électorale sur les endroits où notre candidat comptait le moins de supporters pour encourager les gens à aller voter pour lui. Mais la difficulté, c'est que quand on parle de circonscription électorale aux États-Unis pour l'élection présidentielle, c'est un État entier. Et c'était extrêmement difficile à faire. Désormais, grâce au big data, c'est-à-dire grâce à la collecte massive de données sur les individus, cela devient extrêmement facile. Pour vous donner une idée, la Stasi, lorsqu'elle collectait des informations sur les Allemands de l'Est, collectait environ une centaine de points d'entrée sur quelques dizaines de millions d'individus. Aujourd'hui, les data brokers, c'est-à-dire ceux qui font commerce des données personnelles et non personnelles des individus, souvent des données publiques,
possède 6000 points d'entrée sur jusqu'à 1 milliard d'individus. Vous m'avez bien entendu, 6000 points d'entrée. Tout simplement parce que toute la journée, nous générons des données numériques. Quand nous utilisons notre carte bancaire, notre passe Navigo, lorsque nous surfons sur Internet, enfin constamment on génère, lorsqu'on répond à un mail, on génère des données numériques, et ces données numériques, à un moment donné, de façon légale ou de façon illégale, sont exploitées ou sont susceptibles de l'être. Les dark art ont le grand intérêt de cibler précisément les individus et de s'adresser directement à eux. Voici des exemples de dark ads. Dominic Cummings, qui est aujourd'hui le principal conseiller de Boris Johnson, qui était pendant le référendum du Brexit le directeur de campagne du Leave, donc camp favorable à la sortie de l'Union européenne, a recruté une société, Aggregate IQ, qui a été chargée d'identifier les électeurs à cibler et ensuite à produire un contenu qui, comme vous le voyez ici, est un contenu à forte charge émotionnelle qui désigne un bouc émissaire, le Turc, bouc émissaire par excellence, et à désigner l'immigration comme un danger pour la Grande-Bretagne. Et ce qu'ils ont réussi à faire est beaucoup plus fort que ça. Ils ont identifié, grâce à une série de techniques que je n'ai pas le temps de détailler, mais je pourrais détailler si vous le voulez tout à l'heure, ils ont réussi à identifier des Britanniques inscrits sur les listes électorales qui n'avaient jamais voté. Jamais. Et à identifier les leviers qui permettaient de convaincre ces individus d'aller voter pour le Leave. De sorte que, en laissant la campagne adverse dans le noir le plus total, ils ont pu faire la surprise ce jour-là. Autre exemple de dark ads, la campagne de Trump avec Cambridge Analytica. Même principe, on croise des données, big data, avec des données psychographiques, c'est-à-dire des données sur la personnalité des individus, qui sont collectées grâce à des petits questionnaires en ligne amusants, quel type d'homme ou de femme êtes-vous, etc. On pose des questions et réponse à 10 questions nous permettent de profiler un individu sur le plan psychographique. Et le croisement de ce big data et des données psychographiques permet d'identifier des individus à cibler. Il y avait tantôt des électeurs que l'on cherchait à encourager à aller voter pour Trump, tantôt des électeurs a priori favorables à Hillary Clinton qu'on cherchait à dissuader d'aller voter pour Hillary Clinton. Ici, cette publicité était destinée à des démocrates porteurs d'armes. Facile, dans les bases de données américaines, d'identifier des gens qui sont enregistrés comme démocrates et qui sont par ailleurs porteurs d'armes ou adhérents à l'NRA ou qui ont cliqué un jour sur les pages de la NRA pour leur passer le message suivant, que eux seuls voyaient et qui disparaissait aussitôt qu'ils l'avaient vu et que personne d'autre ne pouvait voir, sauf ceux qui ont eu la présence d'esprit de faire une capture d'écran. Merci pour la science. Qui cherchaient à les encourager à ne pas voter pour Hillary parce que, voyez-vous, Hillary risquait de leur voler leur flingue. Dans ces nouveaux marchés politiques, écrit Cathy O'Neill, nous sommes le produit, nous sommes la donnée. Nous sommes des actions cotées. Les électeurs sont des actions cotées dont la cote monte et descend. Et on achète une cote basse, on essaye de la faire monter. On va, à contrario, essayer de faire baisser l'action de l'électeur adverse en cherchant à le décourager d'aller voter pour son champion. On est dans un nouveau marché politique qui passe totalement inaperçu puisqu'il est informatisé et en grande partie automatisé. Et l'une des expressions les plus intéressantes dans la prose de Dominic Cummings est cette citation que vous voyez ici. Si vous voulez faire des progrès en communication, mon conseil est suivant: engagez des physiciens et non des responsables de la communication d'entreprise normale. Si tu es jeune, intelligent et intéressé par la politique, réfléchis bien avant d'étudier les sciences politiques à l'université ou le master PPI d'Oxford. Tu irais bien plus loin en étudiant les mathématiques ou la physique. Quand je montre cette citation à mes étudiants en Sciences Po, ils sont en larmes. Et on comprend les maths. La physique, j'ai mis beaucoup plus de temps à comprendre. Mais la réponse se trouve dans la physique nucléaire, dans la physique fondamentale, c'est-à-dire que les physiciens nous expliquent qu'on ne peut pas déterminer avec précision le comportement d'une molécule. C'est pas parce que j'aurai toutes les données sur une personne dans cette pièce que je saurai à coup sûr
lui faire faire ou ne pas faire ce que je veux. En revanche, ce que la physique fondamentale nous apprend, c'est qu'en travaillant sur un agrégat de molécules, là on peut en revanche identifier des lois. Et l'enjeu pour ces nouveaux physiciens de la politique est précisément ici d'identifier les lois qui président au comportement d'agrégats d'individus, ce que les marketeurs appellent des clusters. Des clusters, des gens qui partagent des mêmes caractéristiques, qui sont loin des caractéristiques classiques de la politique d'il y a 30 ans, c'est-à-dire les CSP, êtes-vous urbain, êtes-vous en ville? Non, aujourd'hui, il s'agit de savoir quelle est votre série préférée, si vous aimez les chiens et les chats, et si vous avez une âme, ou si vous avez passé des vacances en Grèce, et si vous avez une carte bleue, et si vous êtes plutôt bien noté sur le plan bancaire, ou si vous êtes constamment à découvert. Bref, tout un tas d'informations qui sont immédiatement exploitables. Et lorsque les lois de la physique sont ainsi déterminées sur une catégorie d'individus, il s'agit pour ce que un auteur du nom d'A.M. Pauli a appelé les ingénieurs du chaos, de provoquer le chaos. Le chaos étant ce cas de figure dans lequel une infinitésimale modification apportée au système, ici à la sphère informationnelle des individus, peut provoquer une réaction en chaîne qui peut conduire à modifier le comportement d'une masse d'individus. Nous sommes en présence d'une propagande d'un type nouveau. Dans mon livre, je développe la thèse que nous sommes en présence d'une propagande totale. Totale parce qu'on ne peut plus y échapper. Nous sommes constamment devant des écrans, souvent plusieurs écrans à la fois, et toutes les études montrent que, tendanciellement, nous passons de plus en plus de temps devant les écrans. Ce qui nous rend accessibles à la propagande. Ensuite, cette propagande est de plus en plus efficace parce qu'elle s'appuie sur tous les acquis des sciences, qu'il s'agisse de l'économie comportementale, pas moins de 4 prix Nobel d'économie se sont penchés sur ces questions des biais cognitifs qui affectent la décision des consommateurs et en ont tiré des enseignements divers et variés, les neurosciences, bien évidemment, la psychologie sociale, la psychologie évolutionniste, dernière en date, qui se penche sur ce que notre cerveau a hérité de l'évolution humaine et ce qui nous conduit, par exemple, à être particulièrement sensible à un certain nombre de stimuli qui déterminent de façon pavlovienne nos conduites et nos comportements. Et enfin, cette propagande est une propagande cybernétique, c'est-à-dire qu'elle est de plus en plus automatisée, elle est de plus en plus générée par des robots, de sorte qu'elle échappe même de plus en plus à la compréhension de ceux qui en font usage. Et c'est là l'une des caractéristiques les plus étonnantes de la propagande, qui est que les propagandistes n'ont jamais été de grands scientifiques, pas été physiciens, ils n'ont, sauf exception, pas fait de recherche approfondie, pas de thèse. En revanche, ils appartiennent tous à la classe moyenne supérieure, ils ont fait des études, ils ont fait, aujourd'hui on dirait un bac plus 5, et ils ont ensuite exercé leur curiosité de sorte d'identifier dans les sciences fondamentales les principes dont ils pourraient tirer profit au service de la persuasion. Merci. La France a une approche qui est, pour l'heure, à ma connaissance, confinée à la sphère militaire. C'est-à-dire que les opérations de guerre psychologique sont menées sur les théâtres d'opérations militaires, tels que le Mali, par exemple, ou la Syrie, et nous en faisons usage comme les autres grandes puissances militaires. Nous avons aussi procédé depuis peu, je crois depuis l'installation à Balard, à un rapprochement entre, d'une part, les opérations militaires, le commandement des opérations militaires, le commandement du renseignement et le commandement des opérations de propagande. C'est là la plus grande nouveauté de ces dernières années en matière militaire. Maintenant, à ma connaissance, les techniques de guerre psychologique que j'ai décrites n'ont pas été utilisées dans la sphère civile. J'entends pas par le gouvernement, qui a bien d'autres techniques de propagande à sa disposition. Vous savez, la plus importante, c'est le fait que le gouvernement est le gouvernement. C'est-à-dire qu'il s'opère en démocratie
un filtrage de l'information par la source et par l'accès aux sources. Ça a été jadis théorisé par Noam Chomsky dans son ouvrage rédigé avec Herman sur la fabrique du consentement, c'est-à-dire que dès lors que le gouvernement n'a pas la propriété de tous les médias, il peut en revanche agir indirectement sur les commandes publiques pour orienter le contenu des médias, et il peut agir également tout simplement par le filtre de l'accès aux sources, en conditionnant l'accès aux sources par la bienveillance du média ou du journaliste qui accède ainsi aux sources. C'est une technique qui aujourd'hui est communément utilisée, puisque vous avez vu que le président de la République a exclu les journalistes de l'Élysée, et puis établi une liste de plus en plus restrictive des journalistes qui avaient accès, par exemple, à ces voyages officiels. Mais, ensuite, les techniques de communication utilisées par le gouvernement sont celles que tous les régimes utilisent, puisque ce qui caractérise fondamentalement la propagande, c'est qu'il s'agit d'une science appliquée, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dont les techniques sont fondamentalement incrémentales. Une fois qu'une technique a été validées par l'expérience, parce que la plupart du temps, elles sont validées par le fait qu'elles marchent. Bon. Par exemple, la technique du recours à l'autorité. Bon. Eh bien, elle est constamment utilisée, et ce, jusqu'à nos jours. Lorsque une technique telle que le changement de nom de quelque chose qui a mauvaise presse marche, cette technique est constamment utilisée. Lorsque Brice Hortefeux a été confronté à l'hostilité de nombreux maires quant à l'extension des systèmes de vidéosurveillance, Brice Hortefeux a eu l'idée fantastique de les rebaptiser dispositifs de vidéoprotection. Et quand on vous parle de vidéosurveillance, vous pensez 1984, quand vous pensez vidéoprotection, vous pensez terrorisme, cambriolage, ah oui, je veux bien cette caméra pour surveiller les faits et gestes devant chez moi. Bon, ça c'est une technique qui est amplement connue. Toutes les techniques qui relèvent des techniques de propagande classique que je passais en revue tout à l'heure avec mes étudiants de deuxième année, c'est-à-dire celles qui ont été identifiées en 1937 par un certain Clyde Miller, la technique du name calling, c'est-à-dire la technique de l'injure qui consiste à catégoriser péjorativement ses adversaires en disant par exemple de Greta qu'elle est extrémiste ou radicale. Bon, c'est une technique qui date de 1937 et qui marche toujours. La technique, enfin, je peux multiplier, il en existe des centaines de techniques qui sont connues de tous les communicants et qui sont appliquées à toutes les campagnes politiques. Votre remarque est très intéressante. Nous sommes sortis d'un régime d'énonciation de l'opinion publique qui était un régime déterminé par le poids des notables, de ceux qu'on appellerait aujourd'hui les leaders d'opinion. C'est-à-dire que si nous étions catholiques et vivions dans un village très catholique au XIXe siècle, l'opinion qui nous apportait était celle de notre curé, et qui devenait volontiers notre directeur de conscience. Vous évoquez la presse de cette époque, et vous n'avez pas tort de le faire. Cela étant dit, l'information qui vous était donnée était une information partagée avec un grand nombre de personnes, car votre prêtre était inscrit dans une hiérarchie ecclésiastique qui appliquait des rites et des dogmes définis de façon centrale, avec un univers relativement partagé, par exemple pour le croyant catholique. L'univers du public d'un journal était aussi un univers partagé. Dans la mesure où, comme Gabriel Tarde l'a montré dans son ouvrage « L'opinion et la foule », cela vous permettait de partager des faits et des commentaires avec un grand nombre de personnes. Et l'avènement de la presse populaire à très grand tirage a permis d'élargir considérablement le champ cognitif des individus, le marché informationnel en même temps, d'élargir les deux à la fois. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que il n'y a plus ces filtres-là. Il y a d'autres filtres. Le filtre de nos amis sur les réseaux sociaux, le filtre des influenceurs. Aujourd'hui, l'équivalent d'un prêcheur à Notre-Dame en 1846, c'est un Instagrammeur ou un YouTubeur, mais qui attire des millions d'internautes. Il attire même physiquement. Vous allez quand vous êtes, comme moi, un auteur de livres et que vous allez au salon du livre, où il y a 3 personnes, et qu'il n'y a plus même d'éditeurs au salon du livre, et qu'ensuite vous allez jeter un œil au salon des youtubeurs, vous êtes ahuri
par l'influence que ces individus ont acquis par le biais du numérique. Donc je ne partage pas malheureusement tout à fait votre optimisme, dans la mesure où nous sommes entrés dans un âge où nous n'avons plus les protections que vous mentionnez, qui nous permettaient d'avoir une distance par rapport à l'information qui nous était donnée, une distance critique. Nous n'avons plus non plus le filtre qui nous permettrait d'échapper à des informations qui peuvent potentiellement agir sur notre comportement. Et enfin, la dernière chose que je n'ai pas suffisamment soulignée, pendant tout le XXe siècle, comme je le raconte dans le livre, beaucoup de propagandistes des services de renseignement, à commencer par la CIA, il n'y a pas que la Russie, la CIA, beaucoup de propagandistes ont cherché à percer les secrets du cerveau, à entrer dans le cerveau des individus pour déterminer leurs mobiles, les mobiles de leurs actions, les triggers, ce qui déclenche une action. Ils n'y sont jamais parvenus. Depuis le Big Data, depuis que Facebook est devenu le plus grand laboratoire comportemental au monde, avec 1,2 milliard d'utilisateurs quotidiens, depuis que l'imagerie cérébrale a permis de déterminer un certain nombre de processus qui affectent nos décisions et nos choix, la capacité des propagandistes d'intervenir sur nos prises de décision est très forte. Je citais tout à l'heure l'économie comportementale. Les économistes comportementaux se sont amusés, si j'ose dire, à lister les biais cognitifs qui affectent les individus. On en est à plus de 250 biais cognitifs. Chacun de ces biais cognitifs est une porte d'entrée sur notre cerveau offerte à qui connaît le biais et connaît des techniques pour en faire usage. Donc malheureusement, je suis hélas convaincu que nous sommes dans une période particulièrement critique. C'est une excellente question. En tant que prof, j'ai tendance à considérer que former mes élèves à l'esprit critique est une bonne chose. En revanche, je ne suis pas sûr que ce soit l'action la plus efficace en termes d'échelle, dans la mesure où les gouttes d'eau que nous sommes ne sont rien face au poids croissant de la propagande. Savez-vous par exemple qu'aux États-Unis, le nombre de journalistes dans les rédactions a été diminué de près de moitié depuis 2008. Il y a de moins en moins de journalistes. Le nombre de journalistes diminue en France depuis 2007. Donc, indépendamment même du jugement qu'on peut porter sur le contenu de l'information, ceux et celles qui font l'information et qui suivent des règles déontologiques sont de moins en moins nombreux. Au même moment, ceux qui font de la communication pour le compte d'organismes publics ou d'entreprises ou de grandes sociétés de relations publiques et de communication, eux, sont de plus en plus nombreux. Donc, pour répondre à votre question, je crois qu'il y a deux choses que nous pouvons faire. La première, c'est exercer une pression sur nos gouvernants pour limiter le poids de l'argent sur la prise de décision. C'est-à-dire le poids qu'un certain nombre de grandes entreprises ont acquis. Ce matin, un enregistrement de Mark Zuckerberg indiquait qu'il était prêt à se battre jusqu'à la mort pour défendre Facebook face à la volonté d'Elizabeth Warren, candidate à la primaire démocrate, de démanteler Facebook. Elizabeth Warren, même présidente des États-Unis, ne pèse pas grand-chose face à la force de frappe de Facebook aujourd'hui. Donc il faut limiter de toute urgence l'influence de l'argent dans le financement des campagnes électorales et dans la vie publique au sens le plus large possible. Julia Cagé fait d'excellentes propositions en ce sens. Le deuxième point sur lequel nous devons agir, c'est la sauvegarde de notre sphère informationnelle. C'est-à-dire, pendant longtemps, nous avons vécu avec un espace public très large, à l'échelle de la nation, qui était porté par des médias de masse. Nous avions tous en commun de lire un petit nombre de journaux, d'écouter la radio dans les années 40, les années 50. Nous regardions tous le général de Gaulle à la télévision dans les années 60, encore dans les années 80. On pouvait demander à des étudiants de Sciences Po s'ils avaient lu un article du Monde la veille et tous répondaient oui. Moi, je m'amuse à faire un test avec mes étudiants. Aucun de mes étudiants n'a eu accès, en l'espace d'une journée, à la même information que ses camarades. Ça n'existe plus. 2 étudiants dans un même cours qui ont vu un journal télévisé, qui ont lu un journal en entier en version papier. Ça n'existe plus. Et c'est précisément ce qu'il faut aujourd'hui défendre, c'est-à-dire défendre l'indépendance de médias, indépendance vis-à-vis des pouvoirs politiques, mais aussi des intérêts privés,
Il y a petit espoir que ça se fasse avec le journal Le Monde et le projet de fondation qui mettrait le monde à l'abri de l'influence excessive de ses actionnaires, mais c'est toute la presse qui mériterait d'être sauvée. Nous sommes les seuls à pouvoir sauver la presse. Cette crainte s'est confortée et bien au-delà de ce qu'envisageait Volton et d'autres à l'époque, dans la mesure où, d'une part, notre champ cognitif est totalement éclaté et ne recoupe plus le champ cognitif de nos voisins, c'est-à-dire que vous pouvez avoir une dark ad qui cherche à vous influencer et votre voisin n'en saura rien. Facebook vous connaît mieux que vos meilleurs amis, vos amis. Facebook me connaît mieux que mon épouse, tout simplement parce que il suffit d'e-like pour avoir une psychographie extrêmement précise des individus grâce aux avancées de la psychologie sociale notamment. Et parallèlement à cela, la concentration des médias en un petit nombre de mains contribue à renforcer considérablement la capacité d'influence des propriétaires des médias. Donc, pensez que Daladier, dans les années 30, dénonçait les 200 familles qui menaçaient la démocratie en contrôlant les médias. Aujourd'hui, c'est plus de 200 familles, c'est 10 personnes, 9 personnes. Aux États-Unis, c'est 7 groupes. Disney, à lui seul, possède 40% des médias et de l'industrie du divertissement américain, avec une capacité d'influence extraordinaire. Disney produit un film, puis le promeut sur ses chaînes de télévision et ses différents médias, puis promeut les produits dérivés du film, puis encourage les gens à aller dans les Disneyland, et puis c'est une boucle sans fin, à une fin unique qui est la monétisation du moindre de nos comportements. C'est une excellente question. Excellent. Dans un monde parfait, c'est ce qui devrait se passer. Nous devrions avoir de grands congrès internationaux sur cette question-là. La Russie, les États-Unis, la France et la Grande-Bretagne devraient se mettre autour d'une table et déterminer ce qui est ou non acceptable pour la paix mondiale. Ça vaut pour l'usage de la guerre psychologique, cela vaut pour les actions offensives, cela vaut aussi pour l'intelligence artificielle, pour les armes létales autonomes, et force est de constater que ce n'est pas le cas. Non seulement ce n'est pas le cas, mais à chaque action offensive d'un État, l'État visé a répondu par ses propres actions offensives. Et, chose tout à fait nouvelle ces dernières années avec Donald Trump, bien évidemment, un État, les États-Unis, va jusqu'à se vanter du fait qu'il agit en réaction à des attaques. Pourquoi cela ? Tout simplement parce que nous sommes en présence d'armes tout à fait nouvelles et que nous sommes dans les relations internationales dans une situation non coopérative. Le multilatéralisme a vécu et avec lui les espoirs de se mettre tous autour d'une table. Nous sommes dans une situation non coopérative qui nous place dans la situation du dilemme du prisonnier, c'est-à-dire que la puissance qui va renoncer à l'usage de ces techniques se met en danger face aux puissances qui n'hésiteront pas à y recourir. Très concrètement, la France, la Grande-Bretagne, les États-Unis ne vont pas se priver de ces techniques, du développement de l'intelligence artificielle, car le risque est grand alors que la Chine, en premier lieu, et dans une moindre mesure là aussi, en fasse usage à nos dépens. Donc c'est une situation qui est honnêtement très inquiétante. Très inquiétante, parce que rien ne semble pouvoir arrêter cette course. Le seul espoir, c'est qu'à un moment, la raison l'emporte dans tous les esprits, mais bon. Sur le silence, un historien a étudié les consignes données aux services de propagande par Goebbels. Un tiers de ces consignes étaient des consignes de silence. Donc oui, le silence est une technique de propagande. Maintenant, le cas que vous évoquez est, à mon sens, peut-être un peu plus complexe. On ne peut pas se résumer à des consignes de silence, dans la mesure où la consigne de silence peut toucher les médias publics, et la consigne de silence peut plus difficilement avoir un effet sur des médias privés ou des influenceurs, etc. Là, c'est plutôt, je dirais, la logique de séquençage de l'information qui a conduit à cette situation anormale. Si la mort de Jacques Chirac n'avait pas été annoncée
ce jour-là, je suis sûr qu'on n'aurait jamais cessé de parler de Rouen. Que des sujets de fond auraient pu être abordés. Dernière chose que je dirais, il y a, cela dit, une stratégie d'occultation qui résulte plutôt des industriels, en l'occurrence, qui ne veulent pas que leur responsabilité puisse être en quoi que ce soit engagée dans une catastrophe de ce type. Il y a peut-être aussi un certain silence de l'État qui n'a pas nécessairement intérêt à faire savoir à la population dans son ensemble que dans un cas de figure comme celui-là, la règle n'est pas l'évacuation d'une population, mais c'est plutôt d'habituer la population à vivre en zone contaminée. Le jour où une centrale nucléaire explosera, 20 km autour de la centrale, les gens seront évacués, puis 21 km après, il faudra apprendre à ne pas boire du lait, à continuer d'exister dans l'attente du cancer. C'est quelque chose, tout simplement parce que ni l'industriel, ni l'État ne veulent payer pour l'évacuation, je sais pas, de la ville de Lyon, ou de la ville de Montélimar, Montélimar c'est évacué, mais vous voyez, ce sont des enjeux qui sont des enjeux qui touchent un peu, de mon point de vue, à la question que j'évoquais tout à l'heure du financement de la vie politique. C'est-à-dire que pour une part, la bienveillance de nos gouvernants envers un certain nombre d'industries polluantes, dangereuses, est une bienveillance qui est conditionnée par le fait que ces industries financent une partie de leur campagne. Vous ne me posez que d'excellentes questions. En fait, la question fondamentale que nous devons nous poser, c'est nous appartient-il de déléguer aux plateformes, Facebook, Twitter, Instagram, d'autres, la détermination de ce qui doit ou ne doit pas être publié. C'est là la question fondamentale. Actuellement, la réponse est claire. Les États ont renoncé à exercer leurs responsabilités en termes de modération des contenus au profit de la promesse faite par les plateformes d'une modération efficace dans l'avenir. Pour que cette modération soit efficace, Mark Zuckerberg le dit sans aucune ambiguïté, il faut le temps de recourir au micro-travail en masse pour éduquer la machine à faire elle-même le tri. Mais est-ce une garantie suffisante ? Personnellement, j'ai tendance à considérer qu'elle ne l'est pas. Est-ce qu'il y a une solution ? La solution est une régulation des contenus à l'échelle globale. Ce qui avait été préfiguré dans les années 90 au début de l'Internet, lorsqu'il a été question de la gestion des DNS, c'est-à-dire des adresses physiques sur Internet, où une instance avait été constituée, qui a été réformée il y a peu de temps, mais qui repose sur une base multilatérale. C'est plutôt sur une base multilatérale qu'on pourrait peut-être arriver à un accord. Le problème lorsqu'on délègue, c'est que cela revient à permettre à Google ou à Facebook d'exclure un certain nombre de contenus pour pouvoir gagner le marché chinois. Vous avez 1,3 milliard de clients potentiels, puis le gouvernement vous dit, alors surtout, vous ne les laissez pas accéder à telle et telle et telle et telle chose, au bout d'un moment, vous dites, si vous êtes mu par l'argent, vous dites oui. Et donc, il faudrait que ces plateformes ne soient pas mues pour l'argent, et pour qu'elles ne soient pas mues par l'argent, il faudrait qu'elles soient régulées, et pour qu'elles soient régulées, il faudrait au fond qu'elles soient ce qu'elles sont. Qu'elles soient démantelées, exactement, il faudrait qu'elles soient démantelées. Alors, le problème est que le contrôle se fait pas toujours ex post. Parce que jusqu'au jour où vous découvrez qu'une technique de ce type a été utilisée, vous ne pouvez pas savoir qu'une technique de ce type a été utilisée. S'agissant de Cambridge Analytica, c'est après que l'on a découvert que Cambridge Analytica avait utilisé des datasets, c'est-à-dire des ensembles de données que, en principe, Cambridge Analytica n'aurait pas dû utiliser. Parce que Facebook avait fermé son API, c'est-à-dire sa plateforme qui permet de prélever des données d'utilisateurs. Et donc, le mal sera fait. Vous voyez, c'est la grande difficulté de ce qui est devant nous. Ce qui est devant nous, c'est l'automatisation croissante de ces processus, d'une part, et c'est d'autre part la prolifération de ces processus à partir du moment où des techniques qui pendant longtemps relevaient du secret militaire, des manuels d'opération, de guerre psychologique en Irak ou en Afghanistan sont à la portée d'un Dominic Cummings pour
pour une campagne politique, ou d'un Steve Bannon, ou bientôt d'à peu près n'importe qui. C'est là qu'on est quand même en présence d'un cas de figure assez inquiétant. Raison pour laquelle j'ai tendance à considérer que ce sont les contre-feux à l'échelle globale qu'il faut mettre en place. C'est-à-dire qu'il est vain d'essayer de réglementer des techniques qui échapperont toujours à la réglementation à un moment donné. En revanche, il peut être vertueux de développer un espace public préservé de l'influence des propagandistes, c'est-à-dire des compagnies de relations publiques qui travaillent à coups de centaines de millions de dollars pour le compte d'industries, préserver également la presse des intérêts qui peuvent nuire à la qualité de l'information. C'est comme ça qu'on pourra peut-être respirer dans une eau de plus en plus saumâtre. Je vais répondre d'abord à la deuxième partie de votre question. C'est une question que j'ai régulièrement avec des journalistes, et en particulier les journalistes du Monde. Je suis dans le groupe, on fait des codeurs qui nous ramènent au Moyen-Âge, c'est-à-dire à une époque où la valeur d'une information dépendait non pas de son contenu, mais de son émetteur. Et donc, il s'agissait de déterminer si un texte était apocryphe, n'était pas apocryphe, et le premier humaniste à avoir rompu avec cette tradition était Lorenzo Valla, qui a montré la fausseté de la donation de Constantin faite au pape, de sorte que la critique moderne des sources et la distinction entre le vrai et le faux est devenue l'alpha et l'oméga du mouvement des Lumières, et ainsi de suite. Maintenant, pour répondre à la première partie de votre question, à mes yeux, l'industrie du faux, parce que je préfère l'appeler comme ça plutôt que les fake news, l'industrie du faux résulte d'une stratégie de communication qui a été engagée à très grande échelle par une série d'industries. Les premiers ont été les industriels du tabac, à partir du milieu des années 50, et ensuite, surtout après 65, lorsque le gouvernement américain, l'administration américaine a reconnu la nocivité, le caractère cancérogène du tabac. Ils ont été ensuite suivis par à peu près toutes les industries polluantes qui ont été inquiétées par le lancement du processus de Kyoto, de sorte que lorsqu'une industrie est dans l'incapacité de faire prévaloir scientifiquement un point de vue qui lui soit favorable, le seul moyen qui lui reste est de diffuser des informations fausses qui vont défendre son point de vue pour atténuer la portée du consensus scientifique. Et les fake news participent de cela. Maintenant, pour répondre encore plus précisément à votre question, le cœur du modèle des fake news n'est pas un modèle de persuasion. Il ne s'agit pas de persuader les gens. Il s'agit de les noyer d'informations. Il s'agit, plus encore, d'un modèle fondamentalement économique. C'est-à-dire que ceux qui créent les fake news, le plus souvent, le font à des fins qui sont des fins pécuniaires pour ramasser le plus d'argent avec la publicité. Et n'ont pas toujours conscience de l'impact que ces fake news peuvent avoir. Quant à l'impact que ces fake news peuvent avoir, c'est souvent un impact qui réside davantage dans le fait de conforter les gens dans leur opinion précédemment ancrée, plutôt que de faire évoluer leur opinion. En ce sens, les fake news ne sont pas un sujet extraordinairement grave, comme peuvent l'être les dark ads. Dark ads qui, pour l'anecdote, ont été, entre guillemets, réglementés par Facebook, c'est-à-dire que Facebook, après l'affaire Cambridge Analytica, a dit désormais les partis politiques ne pourront pas utiliser dark ads. Dommage, parce que Cambridge Analytica n'était pas un parti politique. Donc, Cambridge Analytica serait aujourd'hui encore autorisé à utiliser dark ads. Les dark ads ont été utilisés à très très grande échelle. Emily Cummings en a utilisé 1 milliard pour la campagne du Brexit. Bientôt, c'est par dizaines de milliards que ces dark ads se compteront. On est en présence d'un phénomène beaucoup plus grave, à mon sens, que les fausses informations. J'y crois, je m'y emploie. Maintenant, j'aimerais avoir la capacité d'avoir un impact au-delà des étudiants que je vois. Je n'ignore pas que la majeure partie de mes étudiants ne sont pas nécessairement dans le camp du bien. Parce que les emplois dans la fonction publique ne sont pas extrêmement nombreux. Les emplois rémunérateurs se trouvent plutôt dans le monde des lobbies, dans le monde des relations publiques. J'ai davantage d'étudiants qui font de la com pour faire des relations publiques, pour devenir journalistes. Ceux qui deviennent journalistes sont promis à une vie de galère. Donc, ma difficulté, elle est là, si vous voulez. Bon, c'est un peu particulier. Maintenant, l'approche qui est la nôtre, généralement, consiste à chercher à développer l'esprit critique. Or, développer l'esprit critique
n'est pas suffisant dans la mesure où l'esprit critique peut rapidement se retourner contre nous lorsqu'il est instrumentalisé à des fins propagandistes ou à des fins de remise en cause d'un certain nombre de faits pourtant bien établis. De sorte que l'esprit critique peut paradoxalement encourager notamment les théories complotistes. Ce qu'il faut enseigner, je crois, fondamentalement, c'est ce que vous faites, c'est enseigner l'usage des médias, enseigner l'extension de sa propre sphère informationnelle, enseigner aux élèves l'art d'aller chercher de l'information au-delà de ce qui leur vient immédiatement, parce que nous sommes aujourd'hui, j'ai oublié de le dire, en présence d'un système informationnel qui voit les informations venir à nous via les réseaux sociaux, donc être filtrées par la bulle algorithmique, et non plus être hiérarchisées par les gatekeepers comme auparavant. De sorte qu'il ne faut plus que jamais encourager les élèves à aller chercher de l'information. Et ce que je conseille personnellement à mes étudiants, au vu de la médiocrité globale de la presse écrite, en termes de contenu, c'est de lire des livres. Parce qu'il en paraît beaucoup. Je ne parle pas du bien. Encore que. Mais il en paraît beaucoup, et il en paraît beaucoup de qualité, et des livres qui permettent de s'informer, d'aller au plus. Je vais vous donner un exemple. Je lis le journal Le Monde tous les jours depuis 1990, comme beaucoup, j'imagine. Et je lis les articles de Stéphane Aurel et de Stéphane Foucard sur justement Monsanto, les pesticides, etc. C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Eh bien, quel n'a pas été mon bonheur de lire leurs livres. Ils ont, elle et lui, ont publié à tour de rôle un livre, elle, l'Opitomie, lui et Le Printemps fut silencieux, qui sont deux livres absolument extraordinaires, c'est-à-dire des livres dans lesquels ces journalistes ont l'occasion de publier tout ce qu'ils savent, de le faire de façon construite, sans être contraints par des impératifs éditoriaux, ni des impératifs de suivi de l'actualité, de sorte que des livres comme cela, des livres de très bons journalistes comme les deux que je viens de citer, sont une richesse extraordinaire pour qui veut s'informer sur les sujets que j'ai mentionnés, les lobbies et les pesticides pour les